Vous prenez donc vos décisions dans des instants courts. Les prenez-vous lorsque vous êtes fatigué, par exemple, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes dans l'urgence. Et lorsque vous les prenez dans des circonstances telles que celle-là, êtes-vous toujours avec votre esprit critique ou bien êtes-vous, à ce moment-là, plutôt assujetti à des stéréotypes, à des préjugés? Êtes-vous assujetti à des idées reçues? Telle est la question. Pour répondre à cette question, je vais vous demander d'accueillir Patrice Georget. Merci Patrice. Alors Patrice Georget est un chercheur en psychologie sociale de l'université de Caen. Tout ce qui touche à la psychologie sociale, notamment dans le facteur de prise de décision ou dans ce que l'on appelle nos postures réfléchies, c'est-à-dire je réfléchis, je suis avec mon esprit critique, tout cela vous intéresse Patrice. Donc notre question est la suivante, vraiment. Un chef d'entreprise, alors que les horizons se rétrécissent, que les vitesses s'accélèrent, est-il toujours avec son esprit critique? Quand ne l'est-il plus? Comment s'affranchir de ces influences extérieures? Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je me propose ce matin de vous emmener dans le cheminement d'une discipline passionnante qui est la psychologie sociale, discipline dans laquelle nous essayons de mieux comprendre comment nous sommes amenés à prendre des décisions, à juger, à nous comporter dans la vie quotidienne. Pour cela, je vais m'appuyer sur un certain nombre de témoignages, des études de cas, des conclusions de recherche, dans le but de vous apporter une grille d'analyse, une grille d'interprétation destinée à mieux se regarder soi-même, tout du moins avec une autre posture, et puis éventuellement initier de nouvelles pratiques. Je commencerai avec cette petite citation de Voltaire, ça réveille le matin. « Un préjugé est une opinion sans jugement. » Que signifie cette citation? Eh bien, pour y répondre, je vous propose de me suivre dans l'exposé d'une petite expérience de psychologie sociale qui n'a l'air de rien, mais qui nous enseigne beaucoup de choses sur nous-mêmes. Cette expérience a été réalisée par un psychologue américain qui s'appelle Stuart Valence. Expérience qui a été reproduite à maintes reprises. Dans sa première version, elle s'intéresse à des hommes. Alors je vous la décris rapidement. On propose à des volontaires de feuilleter le magazine Playboy. Les volontaires n'ont pas dit non d'ailleurs. Feuilleter le magazine Playboy, mais pas n'importe comment. Ils doivent, sur certaines pages cornées, donner une évaluation sur le modèle qui est pris en photo, sur la jeune femme dénudée. Alors, mesdames, je vous rassure, puisque l'expérience a été reproduite récemment avec le calendrier des joueurs de rugby de l'équipe de France. Donc, ils doivent donner une note. En tout, il y a 20 notes. Mais la situation est ainsi faite qu'ils sont reliés à un électrocardiogramme qui enregistre les battements de leur cœur. Et cet électrocardiogramme leur donne l'information de la fréquence cardiaque avec un casque qui est posé sur leurs oreilles. Et pendant 20 minutes, donc, ils vont devoir juger le magazine Playboy en écoutant les battements de leur cœur. Au bout de 20 minutes, on fait l'analyse. Que s'est-il passé? Eh bien, vous vous y attendez peut-être, nous constatons qu'il existe une corrélation de 90% entre la note, l'évaluation donnée sur chacune des pages du magazine Playboy, et la fréquence cardiaque. Plus la fréquence cardiaque est forte, plus l'évaluation est importante. Alors on pouvait s'y attendre, allez-vous me dire. Oui, c'est vrai, mais il y a un problème. En effet, les gens ont été trompés, puisque la fréquence cardiaque qu'ils entendent n'est pas la leur. C'est une fréquence cardiaque préenregistrée qui correspond à des oscillations, augmentation, diminution de fréquence. Tout est planifié à l'avance. Ce n'est pas leur fréquence cardiaque et pourtant, la note qu'ils vont donner est cohérente avec ce qu'ils entendent. Donc ils sont influencés. Influencés par qui? Alors, par une puissance extérieure, oui, mais aussi par eux-mêmes. Parce que finalement,
ils se mettent à devenir d'accord avec ce qu'ils estiment venir d'eux-mêmes, leur cœur. Premier préjugé, le cœur ne ment pas. Alors, deuxième étape de l'expérience, on leur explique. On leur dit, écoutez, voilà, on vous a trompé, on vous a manipulé. En fait, ce n'était pas votre fréquence cardiaque. Donc, on va faire quelque chose. On va enlever l'écouteur, on va enlever le casque, et on va maintenant vous demander de réévaluer chacune des photos du magazine Playboy, mais cette fois-ci, par vous-même, sans influence. À nouveau, pendant 20 minutes, on reproduit l'expérience. Au bout des 20 minutes, on analyse les résultats. Et qu'est-ce qu'on observe d'après vous? Eh bien, les notes sont les mêmes que dans la première évaluation. Comment cela se fait-il? Second préjugé, la première décision est la bonne. Ils s'attachent à leur première décision sans même en avoir conscience. Et quand on leur explique que les deux évaluations sont les mêmes, ils disent « mais non, ça n'a rien à voir. Écoutez, là, j'ai décidé librement, avec discernement. » Troisième phase de l'expérience, troisième et dernière phase. Il s'agit d'un autre groupe de volontaires. Ils sont mis dans la même situation que les premiers, avec le casque, avec des fréquences cardiaques qui ne sont pas les leurs. Et ils doivent évaluer le même magazine, les mêmes photos. Mais cette fois-ci, avant de donner la note, on leur dit la chose suivante. Vous allez écrire en une phrase les raisons pour lesquelles vous donnez cette note. Et donc on leur fait écouter une fréquence cardiaque qui n'est pas la leur. Eh bien, que se passe-t-il cette fois-ci? La note qu'ils donnent, c'est la leur. Elle n'a rien à voir avec le battement cardiaque qu'ils entendent dans l'écouteur. Ils ont repris la main. Ils ne se sont plus fait manipuler, ils ne se sont plus fait influencer. Alors c'est plutôt bon signe. Ça signifie qu'il est possible, dans certaines situations, de reprendre la main. Comment allons-nous osciller entre ce que l'on pourrait appeler la manipulation, dans laquelle deux préjugés sont en jeu, je vous les ai donnés tout à l'heure, et puis le discernement, que Voltaire appelle le jugement, dans laquelle nous reprenons la main. Quel est ce switch entre une façon de ne pas être soi-même et une façon d'être soi-même? Comment expliquer tout cela? Avant de vous donner une grille d'analyse, je voudrais vous apporter une situation, un exemple qui vous concerne. Puisque ici, il s'agit d'une expérience de psychologie, on la voit de loin. Maintenant, regardons un petit peu comment nous sommes l'objet des préjugés. Prenons un préjugé. Ce qui est grand est important. Vous y croyez? On n'a pas besoin d'y croire pour être influencé par ces préjugés. Par exemple, ce week-end, en rentrant chez vous, vous allez prendre 3 dés et vous allez dire à quelqu'un de votre entourage, par exemple votre époux, votre épouse, « Chérie, lance les 3 dés pour faire le plus grand nombre possible. Dans l'idéal, 3, 6. » Et le lendemain, « Chérie, lance les 3 dés pour faire le plus petit nombre possible. Dans l'idéal, 3, 1. » Et observez le comportement de votre chérie. Vous allez vous apercevoir de quoi? Eh bien que pour faire un grand nombre, que fait chérie? Elle lance fort, il lance fort. Ou alors, s'il n'y a pas beaucoup de place, on agite très fort, et ensuite on lance. Et pour faire un petit nombre, qu'est-ce qu'on fait? On va tout doucement. On appelle ça de la magie. Nous sommes tous des magiciens en puissance. Jusqu'où ce préjugé, ce qui est grand est important, peut-il nous conduire? Eh bien, regardez. Voici l'histoire des États-Unis d'Amérique. Depuis la fondation, George Washington, jusqu'à Bush fils, mais ça fonctionne très bien avec Obama, rassurez-vous. En mauve, vous avez la taille moyenne de la population masculine de l'époque, en inch. Un inch, c'est 2,34 cm. Et en bleu, vous avez la taille des présidents qui ont été élus. Dans l'histoire des États-Unis, il y a un président, et un seul, Madison.
dont la taille est significativement plus petite que la taille moyenne de la population de l'époque. 80% des présidents américains sont plus grands. Entre le démocrate et le républicain qui est élu, 9 fois sur 10, c'est le plus grand. Ce qui est grand est important. Alors je vois quelques sourires dans la salle. Attention, vous souriez parce que vous pensez à la réalité. Mais le monde des préjugés n'a rien à voir avec la réalité. Le monde des préjugés a à voir avec l'illusion de la réalité. Cette photo n'était vraie qu'avant 2006. En 2006, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. À partir du moment où Nicolas Sarkozy devient le candidat Sarkozy, je vous mets au défi de me trouver une seule photo qui le présenterait avec sa taille normale. Vous n'en trouverez pas. Photo officielle. Quoique, cette photo, je l'ai extraite du journal Le Monde. Il est candidat à la présidentielle. Ce qui est grand est important. En effet, le préjugé nous sert à juger. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, manipulons les préjugés et faisons de la communication. Si je connais vos préjugés, je peux agir sur vos préjugés. Dit autrement, les préjugés ne me servent pas seulement à lire le monde, ils me servent aussi à prendre des décisions du fait des informations qui me viennent de ce monde. Comment reprendre la main, sachant qu'en France, pour continuer sur ce préjugé, les travaux les plus récents montrent qu'il existe une corrélation très forte entre la taille et le salaire. On peut la quantifier, cette corrélation. Aujourd'hui, elle est égale à 25 € net mensuels par centimètre. Je vous laisse calculer votre salaire. Alors, comme je ne veux pas faire de politique ce matin, je vais aussi prendre un autre exemple. En situation de bonheur économique, en situation de paix, les personnes qui sont élues présidents ont plutôt un visage jovial et rond. En situation de crise économique, en situation de conflit politique, les personnes qui sont plutôt élues ont un visage anguleux. Anguleux qui rime avec sérieux sur le plan du préjugé. Rondeur, qui rime plutôt avec une situation de bonheur. Et oui, ne nous étonnons pas des stratégies de communication que peuvent utiliser les candidats qui connaissent très bien les préjugés sur lesquels nous allons nous appuyer pour prendre nos décisions. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est la taille qui fait le salaire, qui fait l'élection, que c'est le poids et ainsi de suite. Non, je ne suis pas en train de le dire, je suis en train de le suggérer. Sur le plan de l'influence non consciente qu'exercent sur nous nos préjugés, même dans les situations où nous avons le sentiment de décider librement, avec autonomie. Aujourd'hui, les psychologues sont à peu près d'accord pour dire que chacun d'entre nous, lorsque nous sommes amenés à prendre une décision, nous allons utiliser deux modes radicalement différents. Alors, ces deux modes sont tous les deux pertinents. Il n'y a pas un mode qui va être meilleur que l'autre. Non, ils sont différents, sauf que certains vont être plus adaptés en fonction des contextes. Un premier mode, alors c'est celui dont nous parlait Voltaire, le mode de l'opinion. Nous, on appelle ça le mode de l'heuristique, le mode du préjugé, dans lesquels nous allons nous appuyer sur nos automatismes, nos routines, nos habitudes, nos stéréotypes. Vous savez, tous ces vilains mots qu'on a tendance à ne pas vouloir utiliser. C'est vrai, ce n'est pas le mode idéal. N'empêche que c'est un mode pratique, efficace. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions rapidement, il vaut mieux être dans la routine et dans l'habitude. Ça n'a pas que des effets négatifs. Et puis à côté de ce mode de l'opinion, eh bien, il y a le mode du jugement, le mode du discernement. C'est là où nous allons peser le pour, le contre, prendre en compte
les désirs, prendre en compte l'expérience et juger. Alors, cette opposition entre l'opinion et le jugement, on peut s'en accorder et considérer qu'elle est là. Et puis voilà, on fonctionne comme ça, oui, mais n'empêche qu'il y a un gros problème. Ce gros problème, il est issu des travaux de neuropsychologie d'il y a à peu près 7-8 ans. Ce gros problème, c'est qu'on est capable de quantifier le temps que nous passons dans l'un ou l'autre mode. Et quand on fait cette quantification, eh bien, on s'aperçoit que le mode de l'opinion nous concerne 3 fois sur 4. C'est-à-dire que dans une journée, nous sommes 3 fois sur 4 dans ce mode de la routine. Alors, lorsqu'il s'agit d'appliquer une routine, c'est parfait. Lorsqu'il s'agit d'appliquer un argumentaire de vente, par exemple, très bien. Si l'argumentaire est bien construit, si on est bien entraîné, ce mode est tout à fait adapté. Mais lorsqu'il s'agit d'innover, de prendre du recul, de créer, de définir une stratégie, comment allons-nous nous assurer d'être dans le mode du jugement? Et c'est là tout le problème. Thierry en faisait allusion tout à l'heure. Ce qui va déterminer d'être dans cette partie gauche, ce sont les situations dans lesquelles nous allons être pressés, stressés, fatigués, déresponsabilisés. Et ça, c'est pas rien, le fait de se sentir déresponsabilisé. Et là, dans ces situations, nous allons privilégier le mode de l'opinion, sans même en avoir conscience. Et c'est avec cela que nous allons décider en appliquant des préjugés. Voici un florilège de préjugés. On les appelle des idées reçues. Les gens sympathiques disent la vérité. L'union fait la force. La première décision est la bonne, j'en parlais tout à l'heure. L'achat groupé est moins cher. Je ne suis pas en train de dire que tout cela est faux, non. Mais nous allons utiliser ces idées reçues dans des situations qui ne sont pas pertinentes. Beaucoup plus souvent qu'on ne le voudrait, lorsque nous sommes pressés, stressés, fatigués, saturés d'informations. Nous allons privilégier ce mode de pensée. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes ainsi constitués. Très difficile de reprendre la main, on le verra tout à l'heure. Nous sommes impressionnables. Nous avons des compétences à générer des impressions. Je voudrais vous le prouver. Sur le plan perceptif, regardez, par exemple, comment je peux vous impressionner. Ah, ce n'est pas mon discours, non. C'est plutôt sur le plan visuel. Regardez, j'ai fait un copier-coller avec ces deux sphères et je vais vous impressionner, que vous le vouliez ou non. Regardez bien. Vous savez que ces deux sphères, ces deux cercles sont identiques. Mais pourtant, le fait que je modifie une partie de leur environnement vous les rend déjà moins semblables. Au prétexte qu'à gauche, le cercle est entouré de petits cercles, eh bien, il paraît plus grand. Et c'est l'inverse pour la partie droite. Nous sommes impressionnables. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on applique cette capacité d'impression à des individus? Si je remplace les cercles par des gens, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, deuxième expérience très vieille. Elle a été réalisée pour la première fois dans les années 50 et reproduite dans tous les pays occidentaux tous les 2 ans à peu près. On a demandé à des volontaires de juger un visage sur la base de 3 critères: beauté, intelligence et ambition. Alors on demande aux gens de donner une note sur 10. Ne le faites pas, hein. En fait, il y a 4 groupes. Dans le premier groupe, le visage est présenté tel quel. Dans un deuxième groupe, on rajoute un élément de l'environnement, un petit peu comme les cercles tout à l'heure. Elle s'appelle Maria De Angelo. Et on doit l'évaluer sur le plan de beauté, intelligence et ambition. Troisième groupe. Elle s'appelle Sarah Finkelstein. Quatrième groupe. Elle s'appelle Kay O'Malley. Depuis 1950, les réponses qu'apportent les gens sur l'évaluation de beauté, intelligence et ambition sont strictement identiques. Ce que Maria De Angelo, en rouge, notre italienne, gagne en beauté, elle le perd en intelligence.
Ce que Sarah Finkelstein, notre juive, perd en beauté, elle le gagne en intelligence et en ambition. Keomalé. Ah, Keomalé, c'est l'anglo-saxonne. Eh bien, figurez-vous qu'elle obtient exactement les mêmes évaluations que le visage sans nom. Vous savez, le standard anglo-saxon. Sur cette base, on comprend mieux ce que l'on appelle des stéréotypes, c'est-à-dire des préjugés qui s'appliquent non pas sur des objets, mais sur des individus. Stéréotypes à propos, bien évidemment, des hommes et des femmes, à propos des nationalités, à propos des professions. Moi, par exemple, j'aurais pu me présenter ainsi: je suis psychologue, universitaire, prof, fonctionnaire et normand. Mais heureusement, Thierry m'a dit que vous n'aviez aucun préjugé. Ce que nous enseignent les préjugés, c'est que nous avons été tous et toutes éduqués sous l'égide d'un adage. Un adage qui nous vient du doute chrétien. Je ne vois que ce que je crois. Oui, c'est vrai. Notre esprit cartésien, notre esprit rationnel. Mais en fait, quand on analyse les stéréotypes, quand on analyse les préjugés, on s'aperçoit que bien souvent, c'est le contraire. En effet, bien souvent, je ne vois que ce que je crois. Et si je commence à m'interroger sur ce que je crois, eh bien, je comprendrai mieux ce que je vois. Pour en faire quoi? Les stéréotypes, on ne peut pas en faire grand-chose. C'est très difficile de lutter contre les stéréotypes. Globalement, les analyses historiques montrent qu'un stéréotype a une durée de vie entre 200 et 300 ans. Donc, dur de lutter. Non, ce qui peut paraître le plus intéressant, c'est de voir comment on peut reprendre la main lorsqu'il s'agit d'évaluer les effets des stéréotypes. J'en fais quoi des stéréotypes? Mettons-nous à la place de notre italienne tout à l'heure, Maria De Angelo. Comment gère-t-elle le stéréotype? Et mettons-nous à notre place, à votre place. Je vais vous parler un petit peu de vous, parce que Thierry m'avait dit qu'il y avait dans cette salle des femmes. Je m'attendais, préjugé, à ce que dans vos métiers, il y ait plutôt des hommes. Et je constate qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, je vais vous parler d'un stéréotype qui concerne les femmes. Ce stéréotype, enfin, très difficile de savoir s'il s'agit d'un stéréotype ou d'une réalité, en fait. C'est l'intuition. Vous savez, l'intuition féminine, la sensibilité sociale. Réalité ou préjugé? On a tous eu l'expérience de l'intuition féminine. Expérience. Depuis 2005, une équipe de recherche aux États-Unis et en France s'intéresse à l'intuition. Pour la première fois en 2005, cette équipe de chercheurs a réalisé des films. Premier film, ce sont des réunions de famille. Une réunion de famille avec des adultes assis autour d'une table et puis des enfants. On filme cette réunion de famille pendant 10 minutes. Alors les enfants courent dans tous les sens, ils apportent des doudous, ils vont faire un bisou aux adultes, ils font un dessin. Réunion de famille ordinaire autour d'un repas. Deuxième film, une femme parle au téléphone, mais on coupe le son. Troisième film, un homme raconte ce qu'il a fait le week-end dernier, mais il y a deux versions. Une version dans laquelle il dit qu'il était à Londres et une autre version dans laquelle il explique qu'il était à Madrid. Et en fait, dans une des deux versions, il ment. Ces trois vidéos sont projetées à un public comme le vôtre. Et on demande au public de résoudre un certain nombre de problèmes. Première vidéo, à qui sont les enfants? Alors on vous distribue un questionnaire et vous devez indiquer, le petit garçon en pull rouge, là, je pense que sa maman, c'est celle qui est habillée de cette façon-là. Deuxième vidéo, à qui parle cette femme, puisqu'on a coupé le son? Troisième vidéo,
Était-il à Londres ou à Madrid? D'après vous, quelle est la situation de mensonge? Voilà, alors on fait l'évaluation, on pourrait la faire avec vous, on ramasse les copies et on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte de façon systématique que vous, mesdames, vous avez de meilleurs résultats que vous, messieurs. Plus d'intuition, plus de sensibilité sociale, en tout cas, vous trouvez mieux le mensonge, vous trouvez mieux à qui sont les enfants, vous trouvez mieux à qui se parle cette personne, vous avez plus d'intuition. Alors, vous commencez à me comprendre, ça c'était la première phase de l'expérience. Deuxième phase. On réunit dans une pièce uniquement des hommes ou uniquement des femmes. Et on projette les mêmes vidéos. Même questionnaire, même exercice. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les réponses des hommes sont les mêmes que les réponses des femmes. Il n'y a plus de différence. Les hommes deviennent aussi compétents que les femmes sur ces tâches d'intuition, de sensibilité sociale. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que dans la première situation, vous, mesdames, vous avez de meilleurs scores, vous, messieurs, vous chutez, et dans la deuxième situation, lorsque vous, messieurs, vous vous retrouvez entre vous, eh bien, vous réussissez aussi bien que les femmes? Que se passe-t-il? Sachant que le différentiel est à 15% en termes de performance. Eh bien, les explications les plus récentes pour expliquer ces résultats tournent autour de la notion de rôle. Puisque l'intuition est censée être féminine, lorsque les hommes et les femmes se retrouvent ensemble, eh bien, les femmes se mettent à jouer leur rôle et les hommes leur délèguent leur rôle. Elles sont censées être meilleures, elles le sont, puisque les stéréotypes le disent. Jusqu'où allons-nous jouer notre rôle? Jusqu'où allons-nous être l'objet de ces stéréotypes qui peuvent aller jusqu'à nous faire chuter dans la performance? Alors je ne peux pas le détailler, mais nombre de travaux en psychologie vont nous expliquer que nous allons jouer notre rôle dans le domaine ethnique, dans le domaine de la formation scolaire initiale. Qui n'a pas entendu dans son entreprise quelqu'un lui dire « Oh, tu sais, vous savez, moi, vu les études que j'ai faites, c'est déjà bien là où je suis aujourd'hui. » Jouer son rôle. Dans le domaine scolaire, dans le domaine de la performance sportive, on va jouer des rôles dans la société. Et ces rôles, d'une certaine façon, sont des situations dans lesquelles on va obéir à ce que les stéréotypes nous demandent d'être, à tel point qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vicieux, spirale de l'autocensure, la spirale de l'échec. La notion de stigmate, c'est quoi? C'est le fait de jouer son rôle de stigmatiser. Les stéréotypes m'ont mis dans cette situation, je m'y complais, j'y suis bien, je suis dans la routine, et à partir de là, je n'ai pas de raison d'en sortir. Et malheureusement, lorsqu'on parle de résistance au changement, lorsqu'on parle de routine, lorsqu'on parle d'habitude, on s'aperçoit que derrière, il y a souvent des rôles que les individus se mettent à jouer, envers et contre eux-mêmes, parfois. Alors bien évidemment, question, comment reprendre la main? Comment sortir du rôle? Comment sortir de la routine? Comment sortir des préjugés? Comment sortir de cette pensée de l'opinion? Première chose à faire, c'est déjà en prendre conscience. On s'aperçoit que lorsqu'on a conscience du rôle qu'on est en train de jouer, on accepte d'en sortir. Ces travaux sont très utilisés dans le domaine scolaire pour montrer que, déjà à l'école, filles et garçons sont en train de bien jouer leur rôle de genre. Je vais vous donner un exemple là-dessus. C'est un exemple récent puisqu'il a été publié en 2009. Pour sortir du rôle, on va essayer de faire en sorte que les gens voient le monde autrement. Nous sommes dans une classe de 6e et de 5e. L'enseignant, cours de mathématiques, présente la figure suivante à des élèves, 6e, 5e. Les enfants, regardez bien cette figure géométrique. Elle est constituée de droites, de carrés, triangles, rectangles. Alors on le verra dans notre cours cette année, il y a des perpendiculaires, des parallèles, des obliques.
je vous expliquerai tout ça. Mais avant, je vais vous demander de bien regarder ce schéma mathématique, cette figure géométrique, puisque vous allez devoir ensuite le recopier. Regardez-le, recopiez-le maintenant. Voilà. Ça, c'est la première situation. Au même moment, dans une salle à côté, il y a d'autres élèves de 6e et 5e. Ils sont dans un cours de dessin. Et on leur dit la chose suivante. Les enfants, vous connaissez l'art abstrait? Alors l'art abstrait, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Vous savez, lorsqu'un peintre, un dessinateur fait de l'art abstrait, il essaie de passer des intentions avec des couleurs, des formes, parfois un peu étranges. Mais aujourd'hui, on va parler d'art abstrait. Alors regardez, voici un tableau d'art abstrait. C'est un dessin. Alors on peut le trouver beau ou moins beau, mais écoutez, je vous expliquerai tout à l'heure les intentions du peintre, mais en attendant, vous allez regarder ce tableau d'art abstrait pendant 2 minutes, et ensuite je vous demanderai de le recopier. Regardez-le bien. Ensuite on l'enlève, et les enfants le recopient. Donc nous avons mis des enfants sur une même tâche, recopier une figure, mais tantôt on l'a présentée comme un exercice de mathématiques, géométrie, et tantôt on l'a présenté comme un exercice d'art. Mais la tâche est la même. Résultat, ça se passe de commentaires. En géométrie, les maths, c'est pour qui? C'est pour les garçons. Les garçons réussissent mieux. En moyenne, c'est 3 points sur 20. En dessin, l'art, c'est plus pour les filles, le dessin. Donc, oui, les filles vont mieux réussir. On joue son rôle. On se met à voir le monde selon là où on est capable de réussir. Ce type d'expérience n'a l'air de rien, mais on va le reproduire dans toutes les strates de la société. Pas seulement dans le domaine scolaire, mais on comprend bien dans le domaine scolaire, mais dans le domaine du sport, dans le domaine de l'entreprise. Et on va s'apercevoir que lorsqu'on donne à voir le monde, non pas comme un risque, mais bien plutôt comme une opportunité. Donc, en colorant le monde, eh bien, on peut faire échouer ou faire réussir. Faire échouer, c'est voir les choses comme un risque, c'est jouer son rôle négatif, c'est rester dans l'autocensure. Faire échouer, c'est être dans le conformisme. Je ne fais que répliquer la situation d'échec dans laquelle je suis. Faire échouer, c'est lorsqu'on s'aperçoit que quelqu'un réussit alors qu'elle ne devrait pas, cette personne réussir, on va dire « Oh, c'est une exception qui confirme la règle ». À partir de là, tout est réglé, la règle existe. Se mettre à voir le monde non pas comme un risque, mais comme une opportunité. Aider les autres à voir le monde comme une opportunité. C'est arrêter de dire que l'exception confirme la règle, et c'est accepter de penser que l'exception infirme la règle. Et que justement, s'il y a des exceptions, eh bien on a tout intérêt à les montrer, à les rendre visibles, à en témoigner de ces exceptions. Parce qu'elles vont devenir moteurs du changement. Dans le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure entre jugement et opinion, l'exception c'est quoi? C'est le jugement. L'exception, c'est le fait de sortir de la routine. C'est le fait de sortir du conformisme. Et c'est ça qui est moteur, la rupture de routine. En psychologie, je viens de trouver, grâce à vous, la façon d'appeler ça. On appelle ça une stratégie gagnante. C'est le nom de votre congrès. Et les psychologues donnent un autre nom à ça. Ils appellent ça une stratégie d'inoculation. Qu'est-ce que c'est l'inoculation? Dans le domaine du vaccin, dans le domaine de la grippe, on va inoculer une souche virale atténuée dans le but de faire réagir, de bousculer l'organisme de telle façon qu'il développe des anticorps pour, dans l'avenir, une fois qu'il sera exposé au véritable virus, eh bien, il sera protégé. C'est quoi le vaccin mental? C'est quoi le principe de l'inoculation psychologique? Oh, c'est quelque chose de très simple.
C'est motiver à sortir de la routine, motiver à sortir de ces 75%. Et pour ça, comment on fait? Eh bien, dans la vie quotidienne, on ne se contente pas de ce qui est. On va se contenter de ce qui pourrait être. Et ce qui pourrait être, eh bien, c'est quoi? C'est envisager les choses autrement. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est un monde idéal. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que le principe de l'inoculation psychologique, c'est très opérationnel et c'est très concret. Est-ce que vous êtes demandé un jour à quoi pourrait ressembler une réunion de travail avec vos commerciaux? Réunion de travail dans laquelle vous agiteriez cette rupture de routine. Vous feriez de l'inoculation et vous diriez à vos commerciaux, écoutez, aujourd'hui, on va s'arranger pendant 1 heure, on va s'arranger pour écrire la stratégie commerciale, on va écrire l'argumentaire commercial pour faire en sorte d'être les plus mauvais possibles. Comment être le pire des vendeurs? Et on va le faire, et on va le jouer. Donc on va rompre la routine. Et en agissant comme ça, il va se passer quoi? Eh bien, on va prendre conscience que d'abord, il y a déjà des choses qu'on fait très bien. Et puis qu'ensuite, eh bien, on va pouvoir se regarder, non plus dans la routine, mais dans le jugement, et s'apercevoir que, eh bien, on est motivé à ne pas agir ainsi. On est motivé à changer, on est motivé à sortir de la routine. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour comment vous pourriez bien réussir à faire fuir vos collaborateurs? Inversons un peu les choses. Changeons le regard dont je vous parlais tout à l'heure. Et en changeant ce regard, on s'aperçoit que ce que l'on estimait un risque peut devenir une opportunité. J'ai commencé avec Voltaire, je terminerai avec un contemporain de Voltaire. Il avait 30 ans lorsque Voltaire est mort, et il résume assez bien ces situations d'opportunité. C'est Goethe. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Je pense que tout est là, que la sortie de la routine et des préjugés est renfermée dans cet adage. Ne nous contentons pas de ce qui est, mais essayons d'envisager ce qui pourrait être. Et à partir de là, on devient ce qu'on est capable d'être. Je vous remercie.